عسلامة، مرحبا بكم الكل في برنامجكم ستارت اب. جزء من حلقتكم لليوم يكون مخصص للفينتك. اغتنمنا فرصة وجود شاب ان انتربرونور من كندا في تونس، وقمنا معه بحوار. حبينا نحكيه شوية على الفينتك وعلى وين ماشي عالم الفينتك. واليوم معلش نشوفوا في بوكو دو فينتك مع خارجين من كندا ودي سوليسيون ماتير دو بلوك تشين وكل كيفاش الاطار القانوني في كندا، وشنو اللي تبدل فيه باش سمح التطورات هذه الكل قطاع الفينتك. Bonjour, merci d'accepter notre invitation. Bienvenue à vous dans l'émission Startup sur les ondes d'Express FM. Bonjour, bonjour, merci de l'invitation. Alors, je disais en tunisien aujourd'hui que j'avais envie de comprendre un petit peu qu'est-ce qui a changé dans la loi au Canada pour permettre l'essor de autant de fintech canadiennes et surtout celles qui travaillent aujourd'hui sur la blockchain au Canada. Mais avant d'en arriver là, peut-être un petit tour d'horizon de l'évolution un petit peu de l'offre fintech dans le monde aujourd'hui. Ça se dirige vers quoi? OK. Bon, ben pour commencer, pour répondre à ta deuxième question, la fintech financière de demain, c'est en fait la fintech, l'écosystème vraiment financier. On peut dire c'est un écosystème où tout le monde a accès à tout de leur téléphone. Quand je dis téléphone, ça peut être un ordinateur, ça pourrait être une borne. Il faut le voir vraiment comme identité. Nous, on catégorise les gens comme des identités financières. On pourrait dire moi, toi et moi. Et moi, de mon téléphone, je peux transférer de l'argent, je peux faire des investissements, je peux payer mes factures, je peux envoyer de l'argent à l'international, je peux faire de la conversion de devises, je peux toucher à de la crypto, je peux faire des transferts, j'ai une carte, quand je veux payer, je peux payer de plusieurs façons, je peux payer avec mon visage, je peux payer avec mon téléphone, avec une carte, avec une puce. Comme vous ici, vous rentrez dans votre bâtiment, nous, on est capable, vous pourriez avoir votre compte de banque sur une puce comme ça. On parle d'un monde où tout le monde est traité également, où par exemple, on avait une petite interview avant, vous et moi, et on a oublié de survoler un domaine très important, c'est qu'on est capable de couvrir l'aspect offline. Il y a beaucoup de gens dans le monde en ce moment, minimum 2 milliards de personnes en ce moment, alors qu'on parle, qui sont dans des environnements sans connexion, qui n'ont pas accès à des banques. Ils sont laissés à eux-mêmes, on ne les traite pas comme des clients potentiels. Nous, on voit ces gens-là comme n'importe qui. Toute personne a le droit. Nous, chez ESO, en fait, on dit ESO, mais je pense que toute fintech de renom aujourd'hui doit voir ça comme ça. On considère que l'accès financier, c'est un droit universel. Et c'est quelque chose qui, en ce moment, n'est pas desservi du tout. Et la fintech de demain, c'est une fintech qui est inclusive, que tu as 5 $, tu as accès à un compte de banque. Tu as 100 $, tu as accès, que tu aies 1 million, ça ne change rien. Tu devrais être capable d'être traité. Tu fais partie de l'écosystème, tu dépenses de l'argent dans ton pays, tu devrais avoir accès au monde financier, tu comprends? Nous, on pense vraiment ça. En fait, on le pense, on le développe, on le croit de tout cœur. La finance de demain, c'est une finance parce que les commerçants aussi, il ne faut pas oublier qu'on parle souvent du consommateur, mais on parle très peu du marchand. Et en réalité, à chaque fois qu'on fait une transaction, c'est souvent avec un marchand. On va acheter des biens. Et ce marchand-là, ça fait 40 ans qu'il n'est pas écouté. On le sait beaucoup, les technologies de paiement sont nées en Amérique du Nord, en États-Unis et au Canada. Et ça fait 40, 35, 50 ans que ces commerçants-là ne sont pas écoutés. Ils sont pris avec les mêmes problèmes qu'il y avait il y a 5 ans quand je leur ai parlé. C'est encore les mêmes problèmes actuels. Quand on va arriver, ça va changer. Il y a des gens qui travaillent aussi. Mais c'est les mêmes problèmes. Personne ne parle pour ces commerçants-là. Ils ne sont pas capables d'accepter les paiements facilement. Ils ne sont pas capables de traiter de l'information facilement, de faire des suivis. Quand on parle de grandes chaînes qui ont plusieurs magasins dans un endroit, ils ont de la misère à faire de la réconciliation intercommerce. Le vrai problème, il est autant du côté consommateur que du côté commerçant. Et je pense que ça, c'est un des côtés qui est extrêmement, extrêmement underserved, si je peux me permettre l'anglicisme, pour les commerçants. La finance de demain, c'est une finance qui vient mettre autant le consommateur que le commerçant ensemble. Un système où est-ce qu'ils se parlent directement. Il n'y a plus de tierce partie. Il y aura toujours la banque, par exemple, parce que la banque est la réconciliation. Et ça ne changera jamais. Et les gens, ils doivent l'accepter aujourd'hui parce que ça c'est pas. C'est correct, c'est 100% normal et c'est bien que ce soit de même. Il faut avoir une infrastructure, une régulation en arrière. On peut voir aussi comme ça, comme le gouvernement. Le gouvernement, dans la finance de demain, il bénéficie. La finance est plus efficiente. Les gens sont capables de faire plus d'achats. Plus d'achats, c'est plus de taxes. Plus de taxes, c'est plus d'infrastructures. Le consommateur moyen, en sauvant des frais, va améliorer sa qualité de vie. Le commerçant, en coupant des frais, est capable de mettre des meilleures marges, donc plus d'achats des consommateurs. C'est tout un cycle que la finance de demain va impacter. Et nous, on va faire partie de cette roue qui tourne, qui devient de plus en plus grosse,
ou comme on pourrait dire au Canada, cet effet boule de neige qui devient de plus en plus gros, on en fait partie. On part la pente, on commence à rouler. Et on est en Tunisie, c'est la volonté de vouloir améliorer ça, de vouloir changer ça, de passer à la prochaine étape. C'est notre deuxième voyage ici. On est à 3 jours de notre deuxième voyage et on ne fait que l'avoir. On a rencontré beaucoup de grandes banques, des DG, et cette volonté-là, elle est présente. C'est OK, comment on fait pour intégrer ça dans le marché? Comment on fait pour créer cette solution-là, mais de la bonne façon, tout en respectant les lois? Nous, on ne veut pas Bien sûr. réinventer la roue des lois. On veut s'adapter aux lois. Le gouvernement va s'adapter aussi. Le gouvernement, ce qu'il veut, c'est contrôler, vérifier, apporter une sécurité. C'est tout à fait normal. Et ça ne changera jamais, ça. Mais nous, on peut arriver en disant, regarde, on amène ça, voici comment ça peut évoluer, voici comment tu peux le lire. Et nous, on est Canadiens. Et on parlait un peu de ce que le Canada a fait pour améliorer tout ça. Je vais rebondir sur cette question de cadre légal. Aujourd'hui, les fintech, quelle que soit l'origine pays d'une fintech, qu'elle soit tunisienne ou autre, elle a toujours des régulations dans lesquelles pour lesquelles elle s'est adaptée, mais elle a aussi des marchés qu'elle veut conquérir, et dans ces marchés-là, il y a forcément d'autres régulations. Vous venez du Canada, et aujourd'hui, le Canada, on a vu l'essor de pas mal de fintech, c'est notamment grâce aussi au rôle que l'État il a joué, d'essayer un petit peu de s'adapter et de mettre le cadre légal qui va permettre l'épanouissement de ces fintechs, mais également au service de ces citoyens après tout. Donc aujourd'hui, quels sont selon vous les points forts de cette réglementation qui ont permis cet essor et qui peuvent être une source d'inspiration pour d'autres écosystèmes? Je pense qu'il faut, pour bien répondre à ça, il faut vraiment un peu comprendre, juste une petite parenthèse de 30 secondes pour bien expliquer comment le Canada marche. Au Canada, le gouvernement va avoir financé beaucoup d'innovations bancaires. Il va avoir des espèces de semi-régulateurs, un peu comme Paiement Canada, par exemple, qui, eux, leur mission va être de beaucoup réguler les banques. S'assurer que les banques continuent d'innover, qu'ils continuent d'innover correctement, qu'ils fassent les choses de la bonne façon. Les banques au Canada, ils ont des comptes à rendre. Ce qui n'est pas nécessairement le cas dans tous les pays qu'on a visités dans le monde. Il y a des pays où les banques ont beaucoup plus de pouvoir et je peux faire un peu ce que je veux sans nécessairement rendre de compte. Au Canada, tout le monde est régulé, que tu sois citoyen, fintech, gouvernement. Même le gouvernement est lui-même régulé. Il y a un de nos aviseurs a créé des commissions d'enquête pour ces choses-là. Au Canada, les entités comme Paiement Canada ont amené le développement de nouvelles technologies. Ils encadrent aussi les fintechs. Et ça, je peux le dire parce que nous-mêmes, on l'a vécu. Je m'en vais parler à Paiement Canada. Je leur dis, on aimerait construire quelque chose. Est-ce qu'on peut accéder à cet écosystème-là des technologies que vous avez créées? Eux, ils vont dire oui, mais il faut que tu le fasses de la bonne manière. Au Canada, c'est un pays où est-ce qu'il y a des provinces et on est dans des provinces, mais aussi dans un pays. On a 2 régulateurs. On a toujours le régulateur fédéral et le régulateur provincial. Et c'est des entités qui sont très, très, très sévères. Les régulations au Canada, c'est une des places dans le monde les plus sévères. C'est extrêmement, extrêmement difficile d'être parfait au Canada, on va dire. On a des guidelines on a des guides de requis très, très longs. Beaucoup plus longs qu'en Tunisie, par exemple. Autant que ici, il y a beaucoup de limitations. Le degré de complexité est beaucoup plus élevé au Canada. Donc ça, c'est un avantage pour nous, par exemple, parce que nous, en vivant cette réalité régulationnelle-là, de très haut niveau, quand on arrive en Tunisie, on est déjà béton. On est déjà très, très, très régulé, on est déjà très vérifié, on a des bonnes tout ce qui est ESG, compliance, on est très, très, très efficient. On parle beaucoup du blanchiment d'argent, du KYC, Know Your Customer, KYP, You Know Product. C'est quelque chose que pour nous, c'est très basique. Je vous donne un exemple. Moi et mes collègues canadiens ici, quand on s'inscrit sur une application, ça fait quoi, 10-15 ans je prends l'application, je mets ma face, je suis inscrit. Biaisé, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans que c'est notre réalité, c'est pas nouveau. Ça. En fait, j'ai jamais connu autre chose que ça. J'ai jamais connu ça, moi, devoir aller à quelque part pour m'inscrire physiquement. J'ai pas connu ça. Nos parents, oui. Donc, je pense que c'est quelque chose que nous, on peut amener du Canada ici. Il faut savoir aussi, tantôt je revenais, il y a beaucoup le gouvernement qui a financé l'innovation. Mais quand tu fais de l'innovation, ben, tu fais des erreurs aussi. C'est de l'essai-erreur. Et ça, c'est super pour les pays comme la Tunisie, parce que nous, quand on vient ici, on amène une espèce de bagage d'expertise, mais on amène aussi un gros montant de choses à ne pas faire. On amène des erreurs à ne pas répéter. Donc, on peut amener de l'innovation tout en évitant... Le chemin, souvent, c'est ça. L'entrepreneuriat, l'innovation, c'est toujours de même. Mais nous, on est capable d'amener ça beaucoup plus droit. On est capable d'amener... On sait quoi pas faire, on va dire. Fait qu'on peut amener en 2 ans, 15 ans d'expertise en Tunisie. Ça, c'est super intéressant. C'est d'ailleurs pour ça qu'on veut construire en Tunisie. On veut créer un hub ici pour toute l'Afrique parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de talent. On veut créer le hub pour aller vers l'Asie, vers l'Europe. En plus, on parle la même langue. C'est le montant parfait.
Et tous les petits trucs qu'on a de base au Canada, ici, ça va vraiment aider les gens. Puis rajoute en plus la touche. Nous, on a créé la compagnie au Canada au début. Il fallait innover dans un marché canadien. Donc, on a développé des petites choses quand même cool, je peux me permettre. Et nous, on va amener ça ici. C'est fou. Le Tunisien, dans un an, avec nos technologies, est le produit le plus avancé sur la planète Terre. Là. Il a le produit le plus cool. Là. Il est traité de la même façon qu'un gars qui a des millions de dollars à New York. Là. Il n'y a aucune différence. Il paye les mêmes frais, il a accès aux mêmes produits. Là. C'est super intéressant. Tout ce qu'on a besoin pour que la FinTech de demain, ou peu importe comment vous voulez appeler ça, existe, c'est un téléphone. C'est un bien, c'est un outil d'interaction commun. Et on l'a aujourd'hui, tout le monde a l'Internet. Vous avez un téléphone, j'ai un téléphone. On est allé dans des universités en Tunisie, on demande aux gens combien de gens ici dans la salle ont un compte de banque. Pratiquement personne ne lève la main, mais quand on demande combien de gens ici ont un téléphone intelligent, 100% des gens lèvent la main. Donc le seul outil, la seule infrastructure requis pour nous est déjà là. Il faut juste construire par-dessus, on s'adapte, on adapte avec le gouvernement, on s'assure d'être toujours compliant, on fait les choses de la bonne façon. Le futur financier de demain va changer, tout le monde en même temps va changer. Et c'est correct parce que la roue est déjà partie. Ça va changer. Si c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. Peut-être quels sont les 1 ou 2 ou 3 points essentiels pour vous d'une législation qui aiderait à faire prospérer des services fintech et d'innovation? Si on parle s'inspirant toujours peut-être du cas. Je pense que le premier, ça serait un système, c'est un peu ce qu'on essaie de construire avec les banques ici, c'est un système indépendant de tout ce qu'on parle. Là, on oublie le IBAN, on oublie le RIB. Imaginez un système secondaire qui facilite les transferts entre gens. Au Canada, on a ça s'appelle le réseau Interac. Moi, si je veux envoyer 3 000 $ à mon ami, je vais dans mon compte de banque, je pèse sur virement Interac, je mets 3 000, je pèse sur envoyer, 1 seconde et demie, mon ami l'a reçu après. Il le dépose dans son compte de banque qu'il veut. Ça, c'est la première chose que ça prend ici. Un système facile de communication, d'envoi d'argent. Toujours avec des limites, bien sûr. La deuxième chose, je te dirais, ça serait les devises, c'est sûr. Et ici, en Tunisie, on comprend très bien pourquoi les lois sont là. Mais je pense qu'un jour, les lois vont un peu bouger parce que la seconde que le dinar devient échangeable, le dinar devient beaucoup plus fort, premièrement. Le jour où est-ce que moi, je peux échanger mon dinar contre n'importe quoi, ben ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui accepte de recevoir mon dinar contre, mettons, du Canadien. Et ça, c'est fort. Ça veut dire que les gens font confiance au dinar. Les gens sont prêts à recevoir ça. Donc, le premier, ça serait un système de virement. Le deuxième serait un truc de devise. Et le troisième, je te dirais, c'est la facilité d'accès. Il faut arrêter de devoir aller à la banque physiquement. Ça marche pas. Faut pas. Il faut être capable de gérer à distance. En tant que tel, quand tu fais une action dans le compte de banque, c'est toi qui veux faire quelque chose. Tu ne devrais pas avoir besoin d'aller à la banque pour faire quelque chose. Tu as ton téléphone, tu es chez toi, tu devrais pouvoir faire tes choses. Donc ça, selon moi, tout part de là. Tu es capable de tout gérer à distance, tu gères de où tu veux, comment tu veux, que tu sois en ligne ou hors ligne, tu es capable de gérer ça, tu es capable d'envoyer de l'argent facilement. Il ne faut pas oublier que quand tu envoies, il y a quelqu'un qui reçoit. Donc une réception, ça peut être considéré comme un paiement, c'est une facture. Quand tu es capable d'envoyer, quelqu'un reçoit. Donc il faut toujours voir l'équation des deux côtés. C'est pas juste, OK, tu es capable d'envoyer de l'argent, c'est un commerçant qui est capable de se faire payer efficacement. C'est une entreprise qui te fait un devis, tu n'as plus besoin d'aller conduire jusqu'au magasin et donner de l'argent. Là. Oublie ça, c'est fini cette époque-là. C'est pas efficient pour la société et pour tout le monde. Là, et ensuite de ça, je pense que c'est l'ouverture de la devise vers le monde. Et ça va arriver. Je pourrais rajouter même un quatrième petit point, peut-être, ce serait l'inclusion de nouvelles monnaies, mais pas nécessairement fiduciaires traditionnelles. Et là, on parle de la blockchain, la crypto, tout ce qui est le Bitcoin, l'Ethereum. C'est des choses qu'en ce moment, c'est présent dans le monde. Il y a beaucoup, moi, j'en ai, mes collègues y en ont. Au Canada, on veut acheter du Bitcoin, ça prend 10 minutes. Je peux faire $ canadien à Bitcoin en 10 minutes et l'avoir dans mon wallet, dans mon téléphone, on va dire. Et ça, c'est quelque chose qui s'en vient ici et qu'il faut s'ajuster parce que c'est quelque chose, c'est un écosystème qui n'est pas préventable. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'admettons que quelqu'un voudrait l'empêcher, ben, il va exister pareil. Il faudrait couper l'Internet pour que ça ne marche pas. Fait que ça, c'est important que les joueurs locaux s'adaptent et régulent cet environnement-là. Et ça, on l'a vécu au Canada. Au début, ça a été le bordel un peu. C'était un peu... Je connais pas si c'est une expression tunisienne pour ça, mais c'était un peu, oulala, ça brassait partout, tu vois. Et après ça, le gouvernement est arrivé, il a mis des régulations, et maintenant, c'est très clair et c'est très structuré, c'est très correct. Et ça va arriver. Mais il faut qu'il change parce que la crypto-monnaie, ça peut être un outil très dangereux pour des gens qui veulent tout contrôler parce que c'est pas contrôlable. Mais c'est régulable. Donc... كانت فوضى في الكندا هذا اللي حاب يقصد c'est-à-dire c'était un petit peu le chaos peut-être ouais, le chaos, au début. Le chaos total. Au Canada en tout cas, voilà, comme quoi ça débarque pas forcément systématiquement du jour au lendemain d'une manière très facile. Voilà. Pour terminer, juste s'il y a des fintechs qui vous écoutent pour cet épisode de Startup, est-ce que vous avez des conseils en particulier?
Moi, je dirais mettons, je ne vais pas encourager ma concurrence non plus, là, mais je dirais de ne pas sous-estimer le côté commerçant. Selon moi. C'est toujours je te rappelle le cercle vicieux que je parlais tantôt, c'est pourquoi j'aurais une carte si je ne peux pas payer avec en tant que consommateur, puis en tant que commerçant, pourquoi j'aurais un TPV si aucun de mes clients veut me payer avec une carte. Tu as un cercle vicieux qui bloque l'inclusion. Je te donne un exemple rapidement là-dessus. Au Canada, tous les commerçants ont un TPV. Dès que tu fais 10 000 $ de chiffre d'affaires par année, tu es obligé d'avoir une machine de paiement. Fait que là, doucement, en Canada, on est décaché. Je te donne une statistique rapide. En 2026, c'est 5% des transactions qui sont faites cash. Et en 2030, 0. Au Canada, en 2030, tu ne pourras plus payer avec de l'argent. Et je pense pas qu'en 2030, en Tunisie, ça va être la réalité pour l'instant, tu comprends? Mais avec l'inclusion de technologies comme la nôtre, comme les fintechs, ça va aller naturellement parce que le cash, c'est pas utile. C'est pas convenient, comme on dit. C'est pas utile. J'aime pas ça. J'ai ça, avoir de l'argent. Les commerçants détestent avoir ça, gérer de la caisse. On parlait à une grosse alliance de pharmacie, de 4000 pharmacies, il y a quelques jours en Tunisie. Ils me disaient, moi, plus avoir de cash, ça va m'enlever beaucoup de risques de braquage, de vol. Fait que tantôt, on parlait des normes ESG, de quel aspect éthique ça va avoir. Ben, ça a un aspect, ça aussi. C'est moins de vol, c'est moins dangereux, c'est moins d'assurance, c'est moins de risques. C'est une société plus heureuse. Merci beaucoup, Charles-André Bergeron, CEO, président de EZO, d'avoir accepté de répondre à nos questions sur les fintech. في حلقتكم اليوم لستارت اب حاولنا نرجع معها على شنو الخصوصيات تاع الفينتك، شنو خصوصيات الجانب القانوني معناتها في كندا اللي خلى معناتها يسهل معناتها اللي ولاو فما برشا دي فينتك وغيره، وحكينا بلوك تشين وكل شنو اللي نجم يتبدل دون لابسولو، كيفاش هودي معناتها شنو لي توندونس تاع لي فينتك وكل هذا الكل حاولنا نرجعوا عليه في الحوار هذا. ميرسي انكور اون فوا. Merci à vous. اقعدوا معنا مستمعينا، مازلنا مواصلين راجعين في برنامجكم